Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur le jour d'après, au lendemain de la défaite des Bleus face au Portugal. Les joueurs de l'équipe de France ont été reçus à déjeuner à l'Elysée. Malgré quelques sourires, la déception était palpable et c'est désormais une parenthèse qui se referme, y compris pour le gouvernement et le président François Hollande avant son intervention jeudi 14 juillet. On va en parler avec de nombreux invités en notre compagnie. Tension raciale maximum aux États-Unis après l'assassinat de 2 Afro-Américains par des policiers blancs et la fusillade de Dallas impliquant un ancien soldat noir qui a visé les forces de l'ordre. Le pays est secoué par de fortes convulsions et l'inquiétude monte par rapport à l'essor de groupuscules extrémistes de part et d'autre. Le débat est à suivre. Enfin, l'entretien ce soir pour s'évader un peu. On vous propose un programme musical diversifié du classique, du reggae, de la pop. Tout cela au menu de la Philharmonie de Paris. La nouvelle institution musicale et culturelle fait le plein tous les soirs. Et nous serons en compagnie de son président Laurent Bayle, l'artisan de cette success story. C'est le grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de votre fidélité, vos questions et puis toutes vos réactions avec notre hashtag OVPL. Et tout de suite, c'est le journal avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Il y aura un nouveau Premier ministre outre-Manche ce mercredi. Ce sera une femme. L'actuelle ministre de l'Intérieur, Theresa May, va succéder à David Cameron. C'est une des conséquences directes du Brexit. David Cameron va lui présenter sa démission à la reine le jour même. On voit ça avec Marie Brémaud. La voie est libre jusqu'au 10 Downing Street pour Theresa May et elle compte bien aller vite. La ministre de l'Intérieur britannique était en concurrence avec une autre ministre, Andrea Leadsom. Cette dernière s'est aujourd'hui retirée de la course, faute de soutien suffisant auprès des députés britanniques. Theresa May ou le nouveau visage des Tories. Je suis honorée et émue d'avoir été choisie comme le nouveau chef du Parti conservateur. Le besoin, bien sûr, est de négocier le meilleur accord pour le Royaume-Uni qui sort de l'Union européenne et l'établissement de notre nouveau rôle dans le monde. Brexit signifie Brexit et nous en ferons un succès. Cet eurosceptique passé dans le camp du maintien dans l'Union européenne durant la campagne se retrouve en première ligne pour négocier la sortie du Royaume-Uni. Et le calendrier s'accélère pour cette nouvelle dame de fer, comparaison à Margaret Thatcher, souvent éreintée par les médias britanniques. L'actuel Premier ministre David Cameron a lui-même annoncé qu'il lui confiait les clés de l'exécutif dès mercredi. En France, notez ce très net rétablissement du système des retraites et de sa situation financière. C'est Manuel Valls qui le dit. Un rapport du Conseil d'orientation des retraites validant cette thèse lui a été remis aujourd'hui. On voit les détails avec Stéphane Amalian. Le gouvernement se veut très positif suite à l'avis du Conseil d'orientation des retraites. Le rapport souligne une amélioration progressive de l'équation financière de l'assurance vieillesse. Pour la première fois depuis le début des années 2000, cette année, les régimes de retraite vont être à l'équilibre. En réalité, 2 conditions sont à réunir sur le long terme pour stabiliser les comptes. Un taux de chômage à 7% et une croissance minimum de 1,5%. Des objectifs réalisables selon Yannick Moreau, présidente du comité de suivi des retraites. L'équilibre est maintenant tout à fait à portée avec une croissance d'environ 1,5% par an. Des comptes redressés, mais l'avenir des retraités inquiète. Leur niveau de vie est actuellement supérieur à l'ensemble de la population avec en moyenne 2 049 € par mois, tout revenu confondu. Mais les retraites sont indexées sur l'inflation. Elles augmentent donc moins vite que les salaires des actifs. Le comité de suivi des retraites envisage donc de modifier ce mode de calcul sans donner davantage de détails pour le moment. Et puis bien sûr, dans l'actualité, il y a cette image. Ce devait être une fête. Cela restera un déjeuner pour le réconfort. Au lendemain de leur défaite en finale, les Bleus ont rencontré François Hollande à l'Elysée. Les joueurs de l'équipe de France ont été très touchés par le discours du chef de l'État. Il leur a dit qu'ils avaient gagné le cœur des Français. À la sortie, ils sont venus une dernière fois auprès des supporters. Ils leur ont donné rendez-vous pour les qualifications en vue de la Coupe du Monde de 2018. Et pendant ce temps, les vainqueurs, le 11 portugais, a été accueilli en héros à Lisbonne. Les joueurs et leur capitaine Cristiano Ronaldo ont été faits chevaliers de l'Ordre du Mérite. Grâce à vous, nous avons plus de raisons de croire et d'avoir confiance dans le Portugal. C'est ce qu'a déclaré le président de la République portugaise.
Et cet euro, il s'achève presque dans un ouf de soulagement en matière de sécurité. On s'intéresse maintenant à l'après-euro et ses conséquences politiques. C'est notre premier débat ce soir. Oui, et c'est le jour d'après, au lendemain de la finale et de la défaite des Bleus. C'est une sorte de parenthèse enchantée, ou en tous les cas heureuse, qui se referme. Et maintenant, retour à la réalité, à la dure réalité politique aussi. Dans quelques jours, à l'occasion du 14 juillet, le président Hollande va s'exprimer et revenir notamment sur le climat social et le profond trouble symbolisé par la loi travail. Il sera également question de son impopularité dans ce contexte et évidemment de son ministre Emmanuel Macron, dont il est question peut-être d'une sortie du gouvernement. Alors, fin de l'euro et après, c'est le thème de notre débat. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Mais d'abord, retour sur d'éventuelles retombées économiques et financières de cet euro avec Cécile Sixou. Visage fermé, les Bleus font grise mine au lendemain de leur défaite. Échec sportif, mais victoire économique. Selon Patrick Caner, le ministre des Sports, l'euro aurait généré 1 milliard d'euros d'activité économique, auxquelles s'ajouteront les retombées de la TVA. Principale ressource, les touristes qui, après le 13 novembre, avaient déserté la France. L'autre victoire pour le pays, c'est celle de l'image. L'euro pouvait commencer dans les pires conditions. Rappelez-vous, une semaine avant les inondations, quelques jours avant encore les pénuries d'essence, les grèves à la SNCF. Vraiment, on pouvait avoir de grosses difficultés. Pourtant, le peuple s'est rassemblé et c'est une image formidable de la France pour de futures compétitions. En assurant l'événement sans presque aucun encombre, la France a posé une pierre dans le jardin des JO de Paris de 2024. Et on en parle avec nos invités de ce jour d'après, ce qui va suivre évidemment. Karl Meïs, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, rédacteur en chef du Figaro Magazine. Avec nous également Nathalie Segaune, bonsoir. Journaliste politique à l'Opinion. Nous accompagne Marcelo Vesfred, bonsoir. Bonsoir Sonia. Journaliste politique à l'Express, également chroniqueur sur Public Sénat. Il va nous rejoindre dans quelques instants le sondeur Jérôme Sainte-Marie. Mais d'abord, madame, messieurs, Karl Meïs, la parenthèse, elle est bel et bien refermée après que le président ait reçu tout à l'heure à déjeuner les Bleus. Il y a eu quelques sourires éphémères qui n'ont pas masqué une réelle déception. Cette parenthèse, est-ce qu'elle aura offert en tous les cas un court répit, un vrai moment de rassemblement et même de concorde? Est-ce qu'on peut utiliser ce mot? Quand on parle de parenthèse, le problème c'est à quel moment vous l'ouvrez, la parenthèse? Parce que j'ai l'impression qu'on a la mémoire courte et au fond, dans cette période-là, tant mieux. Mais la parenthèse a duré une semaine. Les manifestations. Elle était si courte pour vous? C'est quand même très court. C'est la victoire contre l'Islande, 5-2, et la défaite de dimanche. Mais juste avant l'Islande, on avait encore des manifestations contre la loi travail, avec d'ailleurs des débordements, avec des interrogations sur les interdictions de manifester ou pas. Donc on était quand même dans un climat qui était très tendu. Le ministre a rappelé les inondations et d'autres choses, et les problèmes de sécurité. Donc j'ai l'impression qu'au fond, cette parenthèse a duré quand même très très peu de temps. Et elle se referme d'une manière qui n'était pas celle espérée par l'exécutif. Vous avez raison de nous rafraîchir la mémoire, mais malgré la défaite hier et puis quelques échauffourées il y a quelques semaines, eh bien, l'euro s'est plutôt bien passé et c'est le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui s'en félicite. On l'écoute. En un mois, les forces de l'ordre ont procédé à 1550 interpellations, dont 891 ont été suivies de garde à vue, débouchant sur 59 condamnations à des peines de prison, fermes ou avec sursis. 64 mesures de reconduite à la frontière et 32 refus d'accès au territoire ont par ailleurs été appliqués. Malgré un contexte de menace très élevé, l'Euro 2016 de football, grâce à votre mobilisation à tous, a été une réussite. Voilà pour ce bilan dressé par Bernard Cazeneuve. On accueille Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Président de l'Institut Polling Vox. Et justement, Jérôme Sainte-Marie, la principale inquiétude, elle était évidemment sécuritaire lors de cet événement, alors que tout le regard était braqué sur la France. De ce point de vue, globalement, et surtout du point de vue des Français, je ne sais pas si vous avez pu réaliser déjà des sondages. C'est plutôt un événement qui s'est bien passé?
Oui, bien sûr, c'était une forte inquiétude et malgré quelques incidents hier soir à Paris, effectivement, il n'y a pas eu d'attentat, pour dire les choses clairement. Et M. Cazeneuve, qui était d'ailleurs dans les sondages plutôt en déclin compte tenu de son rôle dans la répression des manifestations contre la loi El Khomri, eh bien, M. Cazeneuve, effectivement, ressort. C'est peut-être le seul d'ailleurs, sort renforcé de cet épisode, de cette épreuve. Et effectivement, les faits que les choses se passent bien, alors que tout le monde sait qu'effectivement les menaces ne sont pas rhétoriques mais bien réelles, effectivement une bonne nouvelle pour ce petit segment de l'exécutif. Marcelo Wissfried, s'il y avait eu quelque chose de marquant dans le sens négatif dans cette euro, sans parler d'attentat, probablement que cela aurait été évidemment tout de suite reproché à l'exécutif. Dans le sens inverse, si tout cela se passe bien, on va voir que cela n'aura probablement pas beaucoup d'effet sur l'exécutif. Alors on va voir, il reste quand même, là c'est trop tôt pour crier victoire, parce qu'il y a encore le Tour de France, qui est une épreuve très difficile à sécuriser. Là vous n'avez pas des stades, vous n'avez pas des supporters dans des fan zones, donc attendons de voir. Mais effectivement, on sait bien que tout ça c'est des moments de concorde, c'est des moments extrêmement positifs, mais les retombées sur l'exécutif c'est très compliqué. Hollande s'est révélé comme un rassembleur très bon. Vous avez vu que les joueurs sont sortis en disant, c'est Giroud je crois qui disait, il a eu des mots très forts, etc. Mais Hollande rassembleur, ça on sait qu'il sait faire. Il a fait ça après le 13 novembre, il a fait ça après les attentats de janvier. Le problème c'est combien de temps ça dure et est-ce que les Français ne reviennent pas ensuite aux réalités, le chômage, l'économie. Alors avant d'en parler, on va écouter justement à la sortie de l'Élysée, c'était André-Pierre Gignac, visiblement touché par les propos du président. C'était un moment sympathique, avec des mots forts de la part du président, mais avec pas beaucoup de sourires sur les visages. Mais c'était un moment très sympa. Honnêtement, on aurait préféré ramener la coupe à l'Élysée quand même. Nathalie Segonde, voilà pour le moment sympathique. Je voulais vous faire réagir avant de parler plus de l'exécutif. Il y a eu tout au long de cet événement une recherche de l'homme ou de la personnalité providentielle. Tour à tour, c'était Payet, puis il y a eu Antoine Griezmann, sans oublier Didier Deschamps. Pourquoi à chaque fois notre pays a besoin, ou d'autres pays d'ailleurs, de rechercher son héros, son homme ou sa femme providentielle? Je n'en ai pas la moindre idée, mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai constaté comme vous. Dimanche soir, c'était un peu Sissoko à un moment qui a quand même joué ce rôle-là, j'ai eu l'impression. C'est vrai qu'on a besoin, alors est-ce que c'est l'héritage de notre histoire, des rois de France, de la monarchie, et on est toujours là-dedans, on cherche toujours l'homme providentiel dans n'importe quelle catégorie, que ce soit au football, en politique, etc. On est tout le temps dans cette... On a besoin d'une incarnation. Les Français ont besoin que les choses soient incarnées, les idées, le sport, etc. Ça nous est naturel, alors que dans d'autres pays, c'est étonnant. Oui. Voilà, mais c'est une spécificité française, Karl Meus? Pour le sport, j'allais dire non. De toute façon, celui qui incarne la victoire, et c'est évidemment celui qui va délivrer l'équipe et j'allais dire le pays en mettant le but. Mais cela dit, pas forcément tout le temps, parce que chez les Portugais, Eder marque le but. Mais celui qui incarne, c'est le capitaine, c'est Ronaldo, et pour le coup, c'est celui qui n'a pas joué. Mais voilà, je pense que tout le monde se retrouve auprès a besoin de se retrouver auprès de ces héros-là. Mais est-ce qu'on n'attend pas trop de ces champions, Marcelo Wissfried? On attend d'eux qui nous redonnent le moral, le sourire, une fierté, une espérance. Il faut se souvenir quand même d'où on vient. C'est-à-dire que cette équipe de France, elle avait une réputation terrible. Souvenez-vous 2010, souvenez-vous la grève des joueurs, souvenez-vous même la sextape de Benzema. C'était il n'y a pas très longtemps. Souvenez-vous même les accusations de Benzema traitant Deschamps de raciste. C'était il y a quelques semaines seulement. Donc le fait de pouvoir présenter voilà, une équipe avec des visages de toutes les couleurs, mais avec des gens qui parlent d'abord de collectif, de nous, qui sont capables de bien jouer, C'était une équipe, plus que des individualités d'ailleurs. Deschamps a changé pas mal de configurations de jeu, et je pense que ça fait du bien après ce qu'on a vu. C'est pas l'homme providentiel, c'est l'équipe providentielle pour le pays, alors Jérôme Sainte-Marie. Oui, pas spécialement. Je vais être encore une fois en défaut par rapport... C'est votre rôle, Voilà. C'est ça qu'on vous invite avec plaisir. Je ne suis pas sûr que les Français attendent spécialement un homme providentiel en quelque sujet que ce soit. La caractéristique essentielle de la vie politique française est que les présidents de la République sont immédiatement
immédiatement impopulaire, à peine élu. Et je ne vois pas sincèrement où est-ce qu'on cherche dans un esprit. Nous avons développé un esprit extrêmement critique. Et donc, je crois qu'on est très fidèle à la dernière phrase des mots de Jean-Paul Sartre, qui est, je crois, un homme, qui suis-je, un homme égal à tous les autres, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Je crois qu'au fond, c'est au contraire cette idée d'égalité fondamentale qui compose la société française et qu'on le retrouve aussi ici. Et donc, d'ailleurs, je ne vois pas sincèrement l'émergence d'un homme providentiel. C'est peut-être d'ailleurs la grande tragédie de nos candidats à la présidentielle. Vous n'êtes pas d'accord, Nathalie Segault? Non, je ne suis pas d'accord. On a eu le sentiment dans cet Euro, excusez-moi, mais qu'on demandait à ces footballeurs, à ces Bleus, de sauver la nation à un moment. On sort d'une année, on a eu les attentats, on a eu les déchirures de la déchéance de nationalité, de la loi El Khomri, les manifestations, les casseurs. Et finalement, je pense que le pays a reporté sur eux et les politiques ont attendu d'eux qu'ils remplissent une tâche qui est bien supérieure à celle de footballeurs normalement. On a énormément investi sur eux, politiquement, affectivement, collectivement. On a attendu de cette équipe, je pense, plus que ce qu'elle pouvait donner. Et elle a déjà pourtant donné beaucoup. Ce qui est vrai, mais en même temps, l'histoire de cette équipe est aussi liée à l'histoire des attentats. Vous vous souvenez, les attentats du 13 novembre, ils jouaient pendant les attentats et des membres de la famille de certains des joueurs ont été soit touchés directement, soit étaient sur les lieux de l'attentat. Donc eux-mêmes, de toute façon, se retrouvaient dans cette, dans ce besoin de solidité collective et ce besoin de se rassembler autour de cette volonté de retrouver la nation, d'être tous ensemble. Et juste pour poursuivre dans cette convergence un peu entre le football et cette ambiance, il y a ce geste de Griezmann qui a offert un ballon au fils du policier tué à Magnanville. Voilà. Et d'ailleurs, Griezmann, dont la sœur se trouvait au Bataclan le soir du 13 novembre. Oui, je crois que ce qu'ont exprimé les Français, et pour avoir assisté dans la rue, notamment à ce qui s'est passé après la victoire face à l'Allemagne, c'est d'abord ce souci constant, là pour le coup, d'exorciser le risque de guerre civile. On est depuis quelques mois, quelques années d'un imaginaire de guerre civile, et il n'est pas exclu d'ailleurs que le Premier ministre lui-même ne soit pas en partie responsable de cet imaginaire-là. En tout cas, il l'utilise abondamment. Et je crois que les Français ne cherchent pas du tout des personnalités providentielles, ils cherchent au contraire à rappeler la réalité de leur existence, qui est au contraire une réalité qui est justement de partage et de rassemblement, quelles que soient justement les identités religieuses ou ethniques ou originelles. C'est ce qu'on a vu dans la rue, c'est ce qu'on voit dans chaque manifestation liée au sport, dans chaque manifestation sociale également. C'est exactement le contraire d'un discours dominant qui veut au contraire installer cet imaginaire de guerre civile. Et maintenant, alors retour, vous l'avez dit, à la dure réalité sociale que vivent les Français, Karl Meeus, et à la réalité politique de l'exécutif, un exécutif qui a connu une année assez bien chaotique entre déchéances de nationalité, loi de travail contestée, etc. Ce 14 juillet, il va y avoir une coloration particulière. Oui, évidemment, parce qu'on attend François Hollande sur pas mal de sujets. Il a essayé de clore une séquence loi travail pour que ça soit derrière nous. C'est a priori son dernier 14 juillet avant l'élection présidentielle. Enfin, même pas a priori d'ailleurs, c'est même sûr, on peut enlever le a priori. C'est peut-être son dernier s'il ne se représente pas et s'il n'est pas élu. Voilà, c'est ça qu'il fallait rajouter. Non, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait une volonté politique, ça on ne peut pas le nier, et n'importe quel autre président de la République aurait fait la même chose. Aurait-il fait autant, je ne sais pas, mais au moins de volonté de récupération politique de l'événement, de l'euro. C'est évident, il a dîné à Clairefontaine avant le démarrage de l'euro, il invite à déjeuner les joueurs au lendemain de l'euro. On ne voyait quasiment que lui, lors des retransmissions télévisées, François Hollande, qui avait une caméra braquée sur lui, inquiet quand on rate les buts, heureux quand on marque des buts, ça a été formidable. C'est presque une tradition dans notre République. Ouais, on a tous les souvenirs de Jacques Chirac. A été bien renforcée sur le côté, on monte le président à chaque but, je pense que ça a été bien là. Mais bon voilà, cela dit, c'est pas forcément une critique, je pense qu'un autre président à sa place aurait fait la même chose, c'est de bonne guerre. Le fait est que la France n'ayant pas gagné l'euro, ça réduit un peu la tentative pour le 14 juillet. Il ne va pas pouvoir avoir le discours qu'on commençait à sentir dans le JDD et dans certains déplacements où il disait finalement cette équipe était un peu à l'image de la France, elle était décriée, puis elle s'est soudée et finalement elle a gagné. Bon, non, finalement elle n'a pas gagné.
Et finalement, Nathalie Segonde, c'est l'expression « ça va mieux, ça aurait pu aller mieux si on avait gagné et monté la dernière marche ». Il s'appuyait il y a quelque temps, le président, sur quelques indicateurs objectivement passés au vert, mais concrètement, le discours du « ça va mieux », il n'est jamais vraiment passé, il n'a pas infusé dans l'opinion. Je ne vois pas comment il aurait pu passer. Certes, on a une petite amélioration sur le front du chômage, mais la croissance repart partout, elle repart dans la zone euro. Nous, on est à la traîne, ça repart, mais bien plus difficilement qu'ailleurs. Le déficit public, c'est une fuite en avant. Nombre d'indicateurs sont les prélèvements obligatoires. On est champion du monde quasiment des prélèvements obligatoires. Les impôts pèse sur les ménages de plus en plus avec un nombre réduit de contribuables. Enfin, c'est tout. Finalement, on a cette étude qui a été publiée aujourd'hui par le ministère des Affaires sociales qui montre que presque un Français sur deux, quasiment un Français sur deux, a un sentiment de déclassement, a le sentiment qu'il vivra moins bien que ses parents, ce qui est 10 points de plus qu'en 2004. C'est-à-dire que les Français n'ont pas confiance en l'avenir. C'est ça les résultats, c'est ça l'ambiance dans le pays. Donc François Hollande, il est à 5% de jugement positif sur son action, là, dans une étude du Cevipof. Je pense qu'il va falloir bien plus que la bonne tenue de l'équipe de France dans l'Euro pour rebondir. Alors c'est le moment d'un point sondage, Jérôme Sainte-Marie. Je vous voyais étonné à l'évocation du chiffre par Nathalie Segonde. Oui, les dernières données de l'Ipsos là, pour le CIPOF sont extrêmement sévères pour l'exécutif. Je crois qu'il y a quand même, je pense qu'il faut se départir collectivement, si vous voulez, d'un point de vue de supériorité. Les Français sont aussi intelligents sont tous aussi intelligents les uns que les autres et savent très bien que le football ce n'est pas la vie. Et ils savent très bien, et d'ailleurs c'est une espèce de mythe qu'on se raconte entre nous, de penser qu'en 1998, si Jospin et Chirac sont devenus populaires, c'était grâce à la Coupe du Monde. Vous voulez dire journalistes, experts? Oui, bien sûr. Non, c'est vrai que il faut casser ce mythe. Moi, je suis souvent interrogé là-dessus, si vous voulez. Non, en 1998, c'est effectivement, ça avait coloré en quelque sorte l'amélioration du sentiment qu'avait l'opinion. Mais c'était la cohabitation, la croissance. Le sentiment était fondé sur le fait qu'en quelques années, je ne suis pas sûr que ce soit dû à la politique de Lionel Jospin, mais de fait, il y avait eu presque 1 million de moins de chômeurs. Ça, les Français l'avaient aussitôt, enfin pas aussitôt d'ailleurs, mais en quelques mois l'avaient enregistré. Et effectivement, la Coupe du Monde avait symbolisé en quelque sorte cet état de grâce, qui est un état de grâce économique et social extrêmement réel. Ce qui fait qu'on était interrogé il y a quelques jours sur le fait, est-ce qu'une victoire de la France à l'Euro 2016 provoquerait une amélioration significative de la popularité pour François Hollande. Bon, déjà à l'époque, c'était il y a 48 heures, eh bien, j'étais de ceux, je pense que tous les sondeurs disaient non. Non, parce que c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Sauf à prendre les Français, les sonder, quelque chose, pour des enfants, etc. Non, tout le monde fait très bien la distinction entre les choses. Moi, je pense qu'effectivement, ce genre d'événements peuvent avoir un effet sur la société, de la société sur elle-même, si j'ose dire, pas sur la politique ou sur l'exécutif, mais sur la représentation qu'a la société d'elle-même, et notamment par rapport à ce sentiment de communauté qui existe ou non. Donc Marcelo Vesprez, c'est une forme d'exutoire. Voilà pour le foot. Maintenant, si on revient à la politique, il sera beaucoup question jeudi, notamment d'une loi travail qu'on a commentée pendant des mois et qui a rythmé le pays socialement pendant des mois. C'est la loi travail. Quelle cicatrice va laisser, selon vous, ce texte aujourd'hui sur la gauche et dans le pays? Les cicatrices sont énormes, surtout qu'auparavant, on a eu une sorte de... Comme dans un concert, il y a une première partie, on a eu la déchéance de nationalité, ça a duré 4 ou 5 mois, et on a eu ensuite cette loi travail qui a duré encore 4, 5 mois, qui va maintenant se finir dans quelques jours, et qui effectivement aura fracturé complètement la gauche, aura créé un divorce avec une partie aussi des syndicats. Et là, on est sur des séquelles très lourdes qui vont être très difficiles à cicatriser, ça c'est sûr. Après, je suis d'accord avec ce que vous disiez. Si ça a un effet, cette victoire, ça va avoir un effet sur l'ambiance générale. Mais effectivement, en politique, il ne faut rien attendre de particulier. Ça aurait été quand même paradoxal que François Hollande descende dans les sondages, critiqué par les Français pour ce qu'il a fait, et remonte dans les sondages pour quelque chose sur lequel il n'a rien fait. Puisque lui-même le reconnaît d'ailleurs que même au moment de l'affaire Benzema, il s'est abstenu de commenter, alors que Manuel Valls l'avait lui commenté et qu'il avait dit non, surtout faut pas le faire. Donc pour le coup, sur cette affaire de l'euro, il n'aurait été pour rien
dans la victoire, et en l'occurrence là pour la défaite de l'équipe de France. Et pour l'intervention du 14 juillet, Nathalie Segonde, l'expérience prouve que ces interventions laissent quelques traces. Je parle sous votre contrôle, de François Mitterrand à Nicolas Sarkozy en passant par Jacques Chirac. L'émission télévisée du 14 juillet a toujours permis au président de tracer des grandes lignes, d'un petit peu esquisser ce qu'on appelle le fameux cap. Est-ce qu'il faut encore y croire pour François Hollande, la dernière année de son quinquennat? Alors le problème, c'est qu'avec François Hollande, ça ne laisse pas beaucoup de traces, ces interventions du 14 juillet. Jusqu'à maintenant, on ne les a pas gardées en mémoire. Là, il faut impérativement, avant l'été, qu'il ait une idée, qu'il donne quelque chose, qu'il donne une direction. Alors, son entourage, en ce moment, lui conseille de parler de l'Europe, de faire une proposition sur l'Europe, sur le Brexit. Il a été quand même très peu présent sur ce dossier. Il n'y a pas eu d'initiative française. On peut dire qu'il a quand même bousculé le calendrier et qu'il a voulu imprimer, en tout cas, un rythme qui n'était pas celui de Mme Merkel dans les tout premiers jours après le Brexit. C'est Mme Merkel qui a dominé, qui était maître d'œuvre. C'était pas François Hollande. Donc là, il faut... Que ce soit sur l'Europe ou sur la politique intérieure, il faut qu'il marque ce 14 juillet, qu'il ouvre une nouvelle séquence. S'il veut être en mesure de rebondir, de repartir sur de bonnes bases. Est-ce que vous êtes aussi sévère que Nathalie Segonde sur cette intervention à venir? Je le suis beaucoup plus. Je suis beaucoup plus parce que... Non, parce que on a un président de la République, d'après les chiffres Sofret pour le Figaro Magazine, je crois, qui, sous votre contrôle, était à 12% de popularité. C'est très difficile à obtenir. C'est très très difficile quand on a été le seul à l'avoir obtenu. Il y a 4 ans, si vous voulez, d'arriver aux 12%. Donc, je connais quelques-uns des conseillers autour de lui. Je leur adresse mes plus sincères félicitations parce que c'est exceptionnel. Quelle ironie. C'est exceptionnel d'un point de vue politique. Et alors, pourquoi ça n'a pas trait spécialement aux effets de communication, même s'ils sont parfois un peu voyants. Ça a trait, je crois, à la loi El Khomri et à tout ce qui est fait depuis 3 ans. Ce n'est pas des cicatrices, ce ne sont pas des blessures dont souffre la gauche avec François Hollande. Littéralement, la gauche est aujourd'hui éviscérée. C'est-à-dire que c'est comme dans un film de samouraï, si vous voulez. N'allez pas plus loin, c'est imagé, on a compris. Eh bien, là, si vous voulez, c'est le contenu même que les gens du commun mettaient dans le sens du mot gauche, qui a été vidé de sa substance par les représentants les plus éminents de la gauche. Si vous voulez, pour un homme de gauche, un électeur de gauche classique, eh bien, le premier représentant de la gauche, le président de la République, qui a été 10 ans à la tête du Parti socialiste, Emmanuel Valls, et qui leur dit on s'est toujours trompé. Et d'ailleurs, maintenant, on va faire un truc qui, d'ailleurs, est totalement contraire à tout ce qu'on a toujours raconté et qui est, par ailleurs, contraire à vos intérêts. Et maintenant, il faut nous suivre. Je vais m'arrêter juste sur votre diagnostic de la gauche. Donc, vous partagez le même... Attendez, oui. C'est pas un point de vue personnel. C'est 12% de popularité, 13% ou 14% au premier tour pour le président de la République sortant. C'est du jamais vu. Et donc, ça ne se réduit pas, si vous voulez, à une crise de résultats ou à une crise de la communication. C'est bien une crise d'orientation à laquelle on assiste. C'est la confrontation avec le réel, enfin, ce dont vous parlez. Ce n'est que ça. C'est vrai que Valls avait parlé à un moment des deux gauches irréconciliables. Aujourd'hui, on les a. Alors moi, je serais moins sévère sur le fait que c'est forcément l'horreur, parce que c'est impossible de remonter la pente, parce que le président peut s'inspirer de l'équipe de Portugal hier, qui a adopté une tactique qui consistait à attendre jusqu'au bout, et ensuite, une fois que tout le monde était essoufflé, les rivaux, les adversaires, anesthésier le jeu, espérer jouer le contre. Et là, on a la primaire, on a 2-3 choses où il est meilleur en contre. Je ne dis pas que c'est gagné, mais en tout cas, manifestement, c'est une technique. La métaphore sportive. Du coup, ça va aller parce que le Portugal a quand même qui consiste à gagner du temps et ça peut être profitable à certaines équipes. Il y a un autre joueur dont on n'a pas parlé, c'est peut-être celui qui porte le numéro 10, Karl Meus. François Hollande sera évidemment interrogé jeudi sur le meeting qui se tiendra la veille de son intervention, c'est-à-dire donc la veille Saint-Valentin, demain, sur son ministre Emmanuel Macron et sur ses intentions. Est-ce que vous arrivez à les sonder, ces intentions ? Ah oui, clairement. Le problème, c'est que vous avez dit, il est numéro 10, mais de quelle équipe? Je ne suis pas sûr que ce soit l'équipe de François Hollande. J'étais prudente. Non, mais vous avez bien fait. Parce que si c'est de l'équipe de François Hollande, normalement, en politique, on a tous grandi à peu près sous Mitterrand-Chirac. Quand le président parle, les ministres se taisent. Avant le 14 juillet, en tout cas. Il y en a un qui ne le faisait pas, c'était Nicolas Sarkozy. Mais enfin, on était au 2e mandat du président qui n'allait pas se représenter. Donc c'était déjà plus simple. L'un décide, l'autre exécute quand même. Et il s'est fait remettre à sa place. Là, Emmanuel Macron, ça va faire la 2e fois que la veille ou l'avant-veille d'une intervention présidentielle, il s'exprime. La précédente fois, c'était avant l'émission du 14 avril sur France 2.
Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, de toute façon, les réformes, c'est fini, on sait très bien, tout ça. Donc, je n'imagine pas que demain, il soit de nouveau sympathique avec François Hollande. Il promet une annonce importante pour son meeting, une communication qui encourage les spéculations. Nathalie Segonde, est-ce que c'est une parenthèse qui peut se refermer pour lui au gouvernement clairement? Et enfin, peut-être une clarification de ses intentions aussi par rapport à ceux qui attendent cela. Alors, il dit qu'il doit clarifier sa situation. Il en est tout à fait conscient. Un pied dedans, un pied dehors, c'est compliqué. Je ne pense pas que ça interviendra. Il est obligé. Il a été admirable. Hein. Il a réussi à faire monter la pression sur ce meeting du 12 juillet de façon étonnante, en faisant croire qu'effectivement, il pourrait sortir du gouvernement, il pourrait annoncer sa candidature. Je ne crois pas, honnêtement, que c'est ce qui se passera demain soir. Mais il avait besoin pour appâter. Maintenant, je crois qu'il veut essayer effectivement de clarifier sur sa stratégie, sur son offre politique, sur ce qu'il propose. Et c'est un peu là qu'on l'attend. Avant de passer à l'étape suivante, c'est qu'est-ce qu'il propose de différent finalement de François Hollande. Eh bien, nous le verrons demain. Annonce importante, dit-il. Est-ce que c'est l'appât, comme vous l'avez si bien dit? On en reparlera demain. Merci beaucoup en tous les cas pour cette analyse et ce débat. Il est 22h30. Tout de suite le rappel des principales informations. C'est avec Paul Bouffard. Jacob Zuma est en France, visite d'État du président sud-africain. Il a été reçu par François Hollande ce matin et par le président du Sénat, Gérard Larcher, tout à l'heure. 6 accords de coopération ont été conclus entre la France et l'Afrique du Sud, notamment dans les domaines de l'énergie, de la culture et de l'environnement. L'environnement, justement, il en est question actuellement en séance au Sénat. Examen en 3e lecture du projet de loi sur la biodiversité. Une disposition de taille, le préjudice écologique, devrait être inscrite dans ce texte. Disposition née de la catastrophe de l'Erika en 1999. Les détails avec Faustine Saint-Geniès. Le préjudice écologique, bientôt inscrit dans le Code civil. C'est un combat de plus de 17 ans qui pourrait s'achever avec l'adoption du projet de loi biodiversité. Tout commence avec le naufrage de l'Erika en 1999. 400 km de plages souillées, une faune et une flore dévastées et le début d'une procédure longue et incertaine. Il faudra attendre 2012 pour que la Cour de cassation reconnaisse le préjudice écologique causé par le naufrage de l'Erika. Aujourd'hui, c'est la victoire, c'est le soulagement parce que c'est 13 ans de combat et surtout, désormais, on sait que la mer n'est pas une zone de non-droit, la mer n'est pas une zone d'impunité. Le sénateur de la Vendée s'empresse alors de déposer une proposition de loi pour inscrire ce principe dans le Code civil. Le texte attend toujours pour être examiné par l'Assemblée, bloqué depuis 3 ans dans les méandres de la navette parlementaire. Dans le même temps, Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, veut un projet de loi emblématique sur le sujet. Il restera lettre morte. Il faut donc attendre 2016 et se contenter d'un article introduit par le Sénat dans le projet de loi biodiversité. Et puis en bref, la justice saisie par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à propos de la déclaration du patrimoine du sénateur Les Républicains Henri Drincourt. L'autorité émet des doutes sérieux sur la sincérité de ces déclarations. On prend maintenant la direction des États-Unis. Les tensions raciales y sont de plus en plus vives. C'est notre second débat ce soir. Oui, c'est une escalade dangereuse. Les violences à répétition visant tour à tour les communautés blanches et noires nourrissent aux États-Unis l'extrémisme et l'intolérance dans le pays. Alors, la tuerie de Dallas, où un ex-soldat noir a visé des policiers blancs pour se venger de violences policières contre des noirs, s'ajoute à une longue série de violences meurtrières face auxquelles les politiques semblent impuissants. Le risque de radicalisation est réel. On va en parler dans quelques instants avec nos invités, mais d'abord, retour sur les faits des derniers jours avec Julie Hulin. Atlanta, Baton Rouge, Saint-Paul, Houston, New York. Depuis plusieurs jours, les manifestations se multiplient à travers tous les États-Unis. Des rassemblements contre les abus policiers à l'égard des Noirs après 2 décès en Louisiane et dans le Minnesota filmés par des témoins. Des vidéos visionnées des millions de fois sur Internet qui ont choqué l'opinion publique. Depuis, la contestation tourne le plus souvent à l'affrontement. Et le malaise semble s'installer chaque jour un peu plus. Ce week-end, les forces de l'ordre ont procédé à plus de 200 interpellations à travers tout le pays. Une vingtaine de policiers a également été blessés. Dimanche, de l'Espagne où il est actuellement en visite officielle, Barack Obama a appelé les Américains à faire preuve de responsabilité. Une visite en Europe qu'il a choisi d'écourter pour se rendre dès demain à Dallas, où 5 policiers ont été abattus jeudi dernier par un ancien combattant noir qui disait vouloir venger sa communauté.
Le président américain y prononcera un discours aussi attendu que compliqué face à un pays en proie à une fracture culturelle croissante. Et on évoque cette situation avec nos invités. Marie-Cécile Nave, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes spécialiste des États-Unis, politologue, docteur en sciences politiques. Merci de nous accompagner. Avec nous également Maboula Soumaoro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en civilisation, en langue, maître de conférence à l'Université de Tours. Avec nous sur ce plateau, Gérald Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, spécialiste des États-Unis. Vous êtes à l'origine du blog France-Amérique. Et nous accompagne également Jean-Éric Brana, bonsoir. Bonsoir. Auteur de nombreux ouvrages, spécialiste des États-Unis et maître de conférences à la Sorbonne. Alors, mesdames, messieurs, c'est un enchaînement, Gérald Olivier, meurtrier, tragique. En quelques jours, le cycle de la violence, de la vengeance a fait ressurgir les tensions raciales. Est-ce que c'est un point paroxystique ? Et puis les médias, évidemment, braquent sur cette terrible actualité. Ou est-ce que c'est un continuum qui est là depuis plusieurs années ? C'est malheureusement un petit peu des deux. Il y a plusieurs questions qui se télescopent en même temps. Il y a tout à fait une situation de crise, parce qu'on a eu une succession d'événements absolument tragiques et relativement inattendus, notamment celui de Dallas. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que depuis quelque temps, il y a une focalisation sur les brutalités policières. Les brutalités policières, malheureusement, elles existent aux États-Unis, pas seulement à l'encontre de la communauté noire, mais très souvent à l'encontre de la communauté noire. Et on a vu une montée, en quelque sorte, de la colère, de la frustration, d'une certaine confusion également à cause de ces brutalités policières qui débouchent derrière sur une forme de relation raciale rendue plus compliquée, alors que, et là je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit le président Obama, les relations étaient plutôt atténuées et meilleures. En tout cas, elles sont meilleures aujourd'hui qu'elles étaient il y a quelques années. Il y a 2 mois, le président Obama a fait un discours à l'université Howard, qui est l'université noire de Washington, D.C. Et il a dit à ce moment-là, quand on est jeune, quand on est noir, quand on est doué, quand on a des ambitions, il n'y a jamais eu un meilleur temps pour le faire qu'aujourd'hui aux États-Unis. Comme quoi, il y a quand même des progrès qui sont accomplis régulièrement. Malheureusement, il y a aussi, je dirais, un certain nombre de domaines où des choses beaucoup plus importantes restent à accomplir. Et à cause de ces éléments-là, on se retrouve dans une situation de crise, même si statistiquement, elle n'est pas justifiée. Oui, des progrès et pourtant, Maboula Soumaoro, des bouffées et des explosions de violence. Comment vous analysez cette situation ? Je pense que justement, la question des progrès soi-disant réalisés peut être débattue. La communauté afro-américaine est une des communautés les plus défavorisées aux États-Unis. Il y a une longue histoire d'exclusion, de marginalisation, de pauvreté, de violences policières. On peut parler, par exemple, de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la question du lynchage, par exemple. Là, on est face à des violences policières qui touchent principalement des communautés de couleur, on va dire, et principalement la communauté afro-américaine. Donc, on a essayé d'espérer en 2008 une communauté nationale qui serait devenue post-raciale. C'est ce qu'on a voulu espérer. Mais cette communauté post-raciale n'a jamais été post-raciste. Et toutes les statistiques sociales montrent que la communauté afro-américaine reste extrêmement pauvre et reste extrêmement défavorisée et discriminée aux États-Unis. Ça, c'est pas un mythe. Le mythe qui a été fabriqué, c'est celui de l'élection de Barack Obama qui aurait tout réglé. Mais quand on voit même les politiques publiques telles que l'affirmative action, par exemple, cette affirmative action, elle a juste créé un fossé plus important entre la bourgeoisie afro-américaine et le prolétariat, très important, majoritaire dans la communauté afro-américaine. Donc je pense que ces violences policières, elles explosent aujourd'hui parce qu'elles sont relayées par les médias, par les réseaux sociaux, parce que la mobilisation est d'autant plus forte et qu'il y a eu un moment peut-être plus calme où la domination peut-être de l'Amérique mainstream a été plus forte. Aujourd'hui, elle est peut-être plus contestée et des mouvements tels que Black Lives Matter, par exemple, ont pu s'installer à travers l'ensemble des États-Unis et donner un écho plus important à ces faits qui sont très anciens. La question de la brutalité policière, en tout cas en ce qui concerne spécifiquement la communauté afro-américaine, c'est une question très ancienne. Alors, il y a quand même des divergences, des nuances importantes entre vos analyses et vos diagnostics. J'aimerais vous entendre aussi là-dessus, Jean-Éric Brana, puis Marie-Cécile Nave. Alors je rejoins assez globalement ce qui vient d'être dit, avec des différences. Je le vois moi plutôt aujourd'hui comme effectivement je rejoins sur les réseaux sociaux
le côté caisse de résonance, et on l'a bien vu avec les 2 morts qui ont été mis en avant et qui seraient passés, ça aurait fait 3 lignes dans les journaux s'il n'y avait pas eu effectivement Twitter, Facebook et qui relayaient tout cela. Donc c'est l'étincelle. Au-delà de ça, il me semble que le phénomène que nous avons avec Black Lives Matter par exemple relève plutôt d'autre chose qui va ressembler à ce qu'on trouve de l'autre côté chez Trump, cette colère, cette sortie de crise qui n'est pas assumée par ces populations parce que la redistribution ne se fait pas. Donc il me semble que la souffrance qui ne trouve pas de réponse de la part du premier d'entre eux, du président, vous le disiez tout à l'heure en disant voilà, on a essayé de nous vendre le mythe de la réussite du noir et de l'intégration. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai qu'il est là, puisqu'il y a quand même un président noir. Et quand on parle de politique raciste aux États-Unis, on est bien obligé de dire que le président est noir. Et c'est quand même une réalité qui est en face de nous. Et à côté de ça, c'est vrai que ce président noir, donc on fait le même métier, nous sommes des maîtres de conférences. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, mais il a un peu gouverné comme un président blanc. Il s'est un petit peu trompé de logiciel quand il a gouverné parce que l'attente était effectivement sur la réparation. On l'attendait, elle est montée depuis très longtemps. Et pour que les téléspectateurs comprennent bien, ce que l'on vit actuellement avec les policiers, on l'avait déjà dans les années 60. C'était exactement les mêmes phénomènes. Avant qu'on ait les grandes manifestations dans les rues, on a vu quelques années auparavant exactement le même rejet de la police. Mais là où je mets, excusez-moi, je ne veux pas monopoliser la parole, mais là où je mets encore, et je suis très court, un petit bémol, c'est qu'on a aussi, et c'est schizophrénique dans la société, ce rapport à la police qui est un jour on les aime, un jour on les déteste. Un jour on les aime parce qu'il y a des attentats, parce qu'ils sont touchés comme à Dallas et c'est quand même assez dramatique, et le lendemain on les déteste parce qu'il y a un phénomène de ce genre-là. Un jour c'est le 11 septembre. Que la police américaine n'est pas un tout monolithe, il y a beaucoup de policiers également noirs américains et donc... et en plus à Dallas, qui est une police particulièrement louable, on va dire, qui a été souvent mise en avant en disant qu'il y avait une intégration réussie. Je vais finir juste le tour de table, Marie-Cécile Nave, comme ça vous donnez aussi votre point de vue d'abord sur les faits. Et j'ajouterai qu'Obama a fait affirmer en 2012 « Je ne suis pas le président de l'Amérique noire ». Absolument. Lui-même l'avait dit. On va analyser quand même aussi la résonance de cette phrase. Marie-Cécile Nave. Oui, alors les choses se sont améliorées pour la classe moyenne noire, notamment en termes d'éducation et d'espérance de vie, mais les inégalités se sont creusées entre cette classe moyenne noire et la classe moyenne en général et les plus démunis. Et la crise de 2008 a vraiment aggravé la question de la pauvreté et de l'exclusion chez les minorités ethniques, ça veut dire, et raciales. Ça veut dire qu'on ne peut pas raisonnablement envisager de faire des politiques publiques qui sont colorblind. C'est pas possible. C'est-à-dire que dans certaines communautés ethnico-raciales, les inégalités, les différences sont plus grandes que dans d'autres. On peut pas raisonner uniquement en termes colorblind. Et c'est probablement un des grands échecs d'Obama. Et d'ailleurs là, il va faire un discours qui va être le même que dans les mois et les années précédentes en disant il faut du compromis, il faut vous entendre, il faut être raisonnable. Mais ça sera un de ces grands échecs. Ça, c'est tout à fait encore, clair. Finalement, j'allais dire, ce discours, Maboulas Maoro, j'allais dire presque la larme à l'œil. Il est probablement sincère quand il fait cela. Mais qu'est-ce que vous attendiez de ce président Obama et avec la situation qu'il y a aujourd'hui? J'ai l'impression que quand on parle de Barack Obama, on oublie que c'est c'est le représentant d'institutions qui sont beaucoup plus puissantes que lui. Et je pense que l'une des conditions sous laquelle il devait être élu, c'est de ne pas être noir. Il fallait, qu'on parle d'un président qui est noir aux États-Unis ou qu'on parle d'agents de police qui sont noirs aux États-Unis et qui peuvent tuer d'autres noirs, ça ne change rien à la question raciale, puisqu'on ne parle pas de personnes et d'actions individuelles. On parle d'un système. Et le racisme, tel qu'il fonctionne aux États-Unis, tout comme il fonctionne en France, puisqu'en France aussi, on parle de violences policières. Il y a d'ailleurs une manifestation qui est organisée en conjonction avec Black Lives Matter, qui aura lieu jeudi à Paris, place de la République, lancée par la
l'association Urgence Notre Police Assassine. Donc cette question-là de l'individu face au fonctionnement des institutions, face au fonctionnement du système, elle tient pas la route. Barack Obama n'aurait jamais été élu si il s'était présenté à la nation américaine en tant que noir américain. Alors que quand on regarde son parcours politique, on voit très bien qu'il a bénéficié des réseaux politiques afro-américains au départ pour faire carrière, pour s'élever. C'était le sénateur de l'Ohio. Il a tissé des réseaux à Chicago, pas de l'Ohio, pardon, de l'Illinois, excusez-moi. Donc il a tissé des lieux, des liens dans les milieux politiques, dans le milieu associatif afro-américain. Et c'est à partir du moment où il sort de ce réseau qu'il peut le devenir là, en gros vous décrivez un opportunisme politique poussé. Pas un opportunisme, non, un appui sur des institutions politiques strictement afro-américaines, mais ensuite la condition pour intelligemment, en tous les cas, mais oui, il a intelligemment bénéficié, on à va la dire nation ça. américaine comme non, sinon il n'aurait pas été élu. Et aussi, il ne faut pas oublier que Barack Obama est aussi issu de cette vague d'immigration africaine. Enfin, c'est une généalogie qui est un peu différente. L'afro-américaine de l'histoire, c'est Michelle Obama. Barack Obama, c'est vraiment l'afro-américaine de base. Et Barack Obama, c'est l'immigration après 1965 et c'est notamment l'immigration des étudiants et des étudiants africains ou de plein d'autres endroits qui n'étaient pas traditionnellement des lieux d'émigration vers les États-Unis. Donc non, moi je trouve que effectivement historiquement son élection a eu un sens puisqu'il y a eu des périodes de l'histoire des États-Unis où cela n'aurait été tout simplement pas possible. Oui, mais son élection a été évidemment une portée symbolique importante. Un homme ne peut pas changer des institutions, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'entends, notamment lorsqu'on dit que si Barack Obama s'était présenté comme noir, il n'aura pas été élu. Je pense que c'est une mauvaise lecture. Barack Obama a été élu parce qu'il était noir. Ça a joué énormément dans son élection, ça a joué dans le bon sens. Mais il faut bien comprendre qu'en 2004, lorsque Barack Obama émerge, il émerge lors de la convention de John Kerry, c'est lui qui donne le keynote address à ce moment-là, il dit il n'y a pas des Américains noirs, il n'y a pas, ou ce sont des États, il n'y a pas des États noirs, il n'y a pas des États blancs, il n'y a pas des États asiatiques, il n'y a pas des États d'Amériques indiens, il y a les États-Unis d'Amérique. Et là, il décrit une société post-raciale. Et cette société, c'est une société à laquelle beaucoup d'Américains aspirent, noirs et blancs, quels qu'ils soient. En 2008, il offre la possibilité de mettre en place cette société. Dans l'élection de Barack Obama, il y a la recherche de la part de tous les électeurs, y compris des électeurs blancs, parce qu'il faut bien se dire que l'électorat noir, c'est 10% de l'électorat, donc c'est pas avec ça que Obama a eu 60 millions de voix, c'est avec le vote blanc. Et il y a un côté rédemption. Il y a un côté, c'est vrai qu'il y a un passé, il y a une histoire. On ne refait pas l'histoire. L'histoire est ce qu'elle est, elle est ce qu'elle a été. Et après, on peut chercher à réparer, changer, repartir, redémarrer, recréer une société, la faire évoluer. Mais prétendre qu'on va changer le passé, c'est pas possible. Et on ne peut pas en permanence être otage du passé. Donc à un moment où on avance vers autre chose, et c'est ce que Obama semblait présenter à une partie de l'électorat. Il y a un événement qui est, je dis, fondamental dans les événements dont nous parlons aujourd'hui. Il y a un point de bascule, c'est l'affaire Trayvon Martin. Si vous vous souvenez de cette affaire, on est en 2012. Et en 2012, ce jeune garçon, cet adolescent, est assassiné par un hispanique sans qu'il y ait aucune raison pour qu'il le soit, parce qu'il y a une altercation, parce qu'il est habillé comme certains sont habillés et qu'il est interprété comme étant un agresseur, un intrus, quelqu'un qui ne doit pas être là où il est. Et l'agresseur va être ensuite acquitté par la justice, il n'y aura pas de poursuite. Et lorsqu'on regarde les statistiques et la perception de la relation raciale aux États-Unis, on s'aperçoit que de 2009 à 2012, les Américains estiment qu'il y a des progrès. À partir de 2012, les chiffres basculent et on rentre dans ça va plus mal, il y a les brutalités policières. Mais sur le fond, pour terminer, on est loin aujourd'hui des années 60. Dans les années 60, vous aviez une communauté entière qui est dans la rue, il y avait des émeutes, il y avait des démonstrations. Aujourd'hui, on a des brutalités policières qui, je dirais, sont sporadiques et on a une caisse de résonance. Mais on n'a pas du tout la même plus font le lien entre le passé et le présent. Je voudrais vous faire réagir. Je suis allée sur le site que vous devez connaître, killedbypolice.net, qui recense près de 700 morts tués par la police. Alors, plusieurs centaines par an, quand même. Près d'une quinzaine pour le seul mois de juillet. Ils ne sont pas recensés par leur couleur. Mais enfin, est-ce qu'il y a dans certaines zones des États-Unis aujourd'hui un sentiment
sentiment anti-noir qui est très partagé, une sorte de haine qui est véhiculée, qui aboutit à cela. Il y a un sentiment d'impunité au sein de la police américaine. On voit bien, on est dans un contexte où très récemment, plusieurs meurtriers de jeunes noirs l'année dernière ont été acquittés ou n'ont pas eu de poursuite judiciaire. Donc il y a un sentiment d'impunité. Quand vous êtes issu de la communauté afro-américaine, en général, vous êtes plus pauvre que les autres. Donc, vous ne pouvez pas vous payer les bons avocats, vous ne connaissez pas forcément bien le système judiciaire et donc vous vous faites avoir aussi dans les procès. Et donc c'est un racisme structurel dont parle très bien d'ailleurs Hillary Clinton. Elle a dit les institutions américaines sont prisonnières d'un racisme structurel, alors que chez les républicains, on n'emploie pas le mot de racisme. C'est très intéressant. Donc, on est dans un contexte où il y a une impunité, un sentiment d'impunité policière. Et puis, les policiers, depuis ça date des années W, sont surarmés, sont entraînés à des méthodes de l'armée pour répondre à des grosses attaques, des gros attentats contre les États-Unis. Et donc, pour ce qui concerne les petits larcins, la petite délinquance ou le soupçon de petite délinquance, parce que sur les Noirs, il y a toujours un soupçon de petite délinquance, ils utilisent les mêmes méthodes, ils sont peu adeptes de la négociation, du dialogue, et du coup, tout ça cumulé, tout ça cumulé, ça fait quand même beaucoup de choses. Et finalement, qui n'est pas prêt d'être brisé. Le système est contesté. Il a toujours été, à toutes les périodes, depuis l'arrivée des premiers Africains sur le sol de ce qui allait devenir les États-Unis d'Amérique. Il y a toujours eu de la résistance, des rébellions, avec des périodes qui ont été plus ou moins couronnées de succès. Là, on connaît très bien de France les années 50 et 60 parce que c'est la période des victoires. Mais cette hégémonie a toujours été contestée. Parlez-nous de ce mouvement, d'ailleurs, le Black Lives Matter. On a vu quand même plusieurs centaines, même plus, de manifestants samedi et dimanche, un mouvement qui monte en puissance, qui prend de l'importance. Oui, et qui est né justement au moment de l'affaire Trayvon Martin. Donc ce sont plusieurs femmes, 3 ou 4 femmes afro-américaines qui se sont déclarées comme activistes, qui se sont déclarées comme activistes intersectionnelles, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'elles militent pour les droits des Afro-Américains, les droits des personnes queer ou des communautés LGBT, et qui ont une vision assez globale, une analyse assez globale de la société américaine, et c'est elles qui ont lancé ce mouvement qui petit à petit a pris tous les États-Unis et même qui a des liens avec, par exemple en Grande-Bretagne, vous avez des branches de Black Lives Matter et la présence de Opal Tometi qui est à Paris actuellement. Donc cette question de contestation, elle a toujours existé. Il n'y a jamais eu de passivité, malgré ce qu'on a pu entendre. Il y a la résistance, vous avez employé le mot, il y a la contestation, et est-ce qu'il y a, Gérald Olivier, le risque de radicalisation? Là, on est dans autre chose, de groupes extrémistes, et j'insiste, de chaque côté qui se forment. On est déjà dans une forme de radicalisation. Le mouvement Black Lives Matter, d'ailleurs, est une forme de radicalisation en soi. C'est pas vrai, encore une fois, bien sûr, vous n'allez pas être d'accord. parce que justement, vous avez un amalgame de causes qui dépasse largement la communauté noire. On est dans un mouvement qui est lié au Occupy Wall Street. On est dans une contestation qui est à la fois économique et culturelle, qui est socio-culturelle. On est dans l'utilisation... L'antiracisme n'est pas par définition radical. Mais il n'empêche que quand on voit quelques centaines de personnes à San Francisco, quelques centaines de personnes ici ou là, on n'est pas sur la marche de Washington de 1963. C'est de ça dont je parle. Mais la marche de on n'est pas Washington du tout dans les mêmes n'a jamais constitué le seul modèle. Non, mais elle a réuni l'ensemble d'une communauté et même au-delà de cette communauté. C'est-à-dire que les techniques utilisées par la police ont été, et ça a été prouvé, notamment par la tuerie, enfin le fait que la police ait tué ce tireur de Dallas, a été largement influencé par l'armée américaine. Et il est intéressant de voir que justement, quand on parle de cette soi-disant radicalisation, que le tueur de Dallas est un ancien soldat. Donc il y a vraiment des liens. On parle vraiment de système. La violence qui est perpétrée par les États-Unis à l'extérieur du pays, et qui est acceptable, et ensuite qui vient polluer, parce que c'est ça, qui va venir polluer les rues américaines. C'est ça qui est intéressant. Il y a une confusion, parce que le débat, est-ce qu'il est autour des relations raciales
Ou est-ce qu'il est autour de la brutalité policière? Ou est-ce qu'il est autour du comportement de la politique étrangère américaine? Et madame, il non, voit il n'y a pas de lien. Bien sûr, c'est comme vous ne pouvez pas séparer les deux. Exactement. Le système de la justice, la question de l'incarcération comme on va dire moyen de contrôle social. Enfin, ça, c'est la recherche l'a largement montré depuis ces 20 dernières années. C'est une lecture idéologique. Une Amérique finalement gangrénée par sa violence à l'extérieur. Oui. Peut-être, dites-vous, appliquée par son armée et sous forme de miroir, en fait, cette violence se retrouve aussi à l'intérieur, qui se diffuse de plus en plus. Ce qui est surtout très flagrant dans le débat, et c'est pour ça que je m'étais un petit peu tu, c'est que l'exercice est réduit forcément aux minutes qui nous sont laissées, alors que c'est bigrement complexe parce qu'on est aux États-Unis avec un regard français. Je vais expliquer ça assez rapidement. On a commencé par parler de Trayvon Martin en expliquant qu'il trouvait là et il s'est fait tuer. Pas tout à fait. Il se trouvait en Floride dans une propriété qui n'était pas la sienne et au nom de ça, quelqu'un qui s'est senti attaqué lui a tiré dessus. Ça, ce sont des faits. Celle de son père. Je termine juste. De son père. Ce sont des faits. Il était chez son père. Ensuite, on découvre qu'il est noir, on découvre que l'autre est hispanique et on va rentrer effectivement en plaquant la situation américaine communautariste avec des races et en expliquant que certains sont plus victimes que d'autres. Mais il se trouve que, pour moi, la racine du problème, c'est la peur qui est dans cette société et les lois, vous avez parlé de justice tout à l'heure, les lois qui ont été créées par les législateurs dans ces États, comme dans cet État en particulier, Stand Your Ground, on a le droit de tirer sur quelqu'un parce qu'il se trouve dans sa propriété. C'est quand même assez incroyable de penser que dans un pays dans lequel chacun peut avoir une arme, on peut en plus tuer quelqu'un. Et oui, parce que la personne derrière est innocentée. Ensuite, vous avez parlé de Ferguson. Évidemment, Ferguson est choquant, mais Ferguson, le policier est libéré par la population sur place, puisque c'est le grand jury qui décide de ne pas le poursuivre. Là aussi, la société repose sur sa justice et sur son fonctionnement, et on découvre à ce moment-là que la police de Ferguson est entièrement blanche face à une population totalement noire. Et on se rend compte que le déséquilibre, il est là, et qu'il est flagrant, et qu'il n'est pas juste. Oui, c'est intéressant de voir quasiment, j'allais dire, les fractures entre vous de diagnostic, parce que vous analysez... Je ne suis pas certain qu'il y ait des fractures, je suis plus certain que... Enfin, j'ai entendu des deux côtés des choses sur lesquelles j'étais, des trois côtés d'ailleurs, des choses avec lesquelles j'étais entièrement d'accord. Mais il faut aller vite pour expliquer tout ça, alors que nous passons des heures et des heures à expliquer à nos étudiants en particulier que cette société est quand même très complexe parce que c'est pas la nôtre. En particulier sur sa justice, sur son fonctionnement, et sur son communautarisme, puisqu'il est construit sur le communautarisme. On avait commencé par ça, et ça change complètement le regard qu'on va avoir sur la société. Marie-Cécile Naves, vous semblez ne pas être d'accord. Non, mais on emploie toujours le mot communautarisme sans jamais l'expliquer et toujours dans le sens négatif. Oui, et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de points communs avec la France. On n'a pas le temps d'en parler ici, mais il y a beaucoup de points communs dans le rapport à l'autre, dans la peur d'une société qui démographiquement se transforme, dans le fait qu'aux États-Unis, Barack Obama, il a aussi incarné celui qui a bénéficié des politiques d'affirmative action pour arriver au pouvoir. Et donc pour une partie de la population, des élites, mais aussi de la population en général, c'est absolument inacceptable. C'est-à-dire que le rapport de force se transforme, il y a de nouvelles élites qui apparaissent, et on voit bien aujourd'hui encore dans la campagne américaine, et ça va être encore plus le cas quand les deux candidats de chaque côté seront désignés, on va avoir une campagne qui va être très axée sur la question de l'identité. Je l'ai déjà dit ici et je le dis ailleurs. Et on voit très bien déjà comment Clinton parle d'un racisme structurel dans les institutions américaines, alors que du côté républicain, on n'emploie pas le mot de racisme. Trump parle de 2 automobilistes qui ont été tués. Il dit le pays vit un chaos, mais jamais on emploie le mot racisme, racial et noir. Enfin bon, de quoi parle le temps. Il faut nommer les choses, parce que sur l'islamisme, il a été le premier d'ailleurs à nommer quand il y a eu l'attentat d'Orlando. Il est capable de les nommer. Non, mais on n'emploie pas le racisme. Excuse-moi juste là-dessus. Mais on parlait de discrimination positive, c'est l'affirmative action dont on parle depuis tout à l'heure. Mais enfin, les Blancs l'ont remis en question en expliquant qu'ils étaient les premières victimes de la discrimination positive. C'est aussi d'ailleurs un des facteurs
acteur de l'échec de la discrimination positive, c'est qu'il y a toujours une victime dans ce genre de système quand ça veut corriger. Mais qui je vous renvoie juste aux universités. Je vous renvoie juste aux universités. Quand on vend les petits pains en les donnant à des prix différents suivant les communautés, vous expliquez qu'il n'y a pas de communauté, mais ça existe dans toutes les universités chaque année. La Cour suprême tout ça pour vous dire... vient de rejeter une attaque contre justement cette affirmative action. J'aime pas le terme discrimination positive. Non, je voulais pas lancer le débat, excusez-moi, je ne voulais pas lancer pas. Je voulais juste dire que le racisme, Trump en parle, les Blancs en parlent, parce qu'ils se sentent également contrôlés. Oui, mais il y a une différence entre le sentiment et la réalité. La réalité, c'est que c'est vrai. La réalité, c'est que l'affirmative action a principalement bénéficié aux femmes blanches. C'est ça la réalité. Maintenant, la perception de l'affirmative action, c'est placer des Noirs à des postes indus. C'est ça, c'est le sentiment. La réalité, elle est tout autre. Et là, justement, voilà, je parlais de cette décision de la Cour suprême. Et est-ce que Gérald Olivier, vous êtes d'accord, l'identité sera au cœur, et déjà au cœur d'ailleurs de la campagne américaine? Bien sûr qu'elle l'est. Moi, le terme que je rejette, professeur Nave le regrettera sans doute, c'est le terme de racisme institutionnel. Parce qu'on l'emploie uniquement dans un sens du blanc à l'égard des noirs. On parle beaucoup des brutalités policières. Il y a beaucoup de racisme anti-blanc aux États-Unis. Non, mais par exemple, vous avez chaque année aux États-Unis il y a 130 officiers de police qui sont tués chaque année in the line of duty, comme on dit, c'est-à-dire dans l'exercice de leur fonction. 130. Sur ces 130, vous en avez un peu plus du tiers qui sont tués par des tireurs noirs. Bon, parce qu'il y a une criminalité. Est-ce que c'est du racisme? Non, c'est un rapport social et c'est une criminalité. Et cette criminalité est le résultat d'une certaine pauvreté et d'une situation sociale et économique. On ne va jamais le nier. Mais ce n'est pas du racisme. Donc il ne faut pas voir du racisme quand ça fonctionne dans l'autre sens. Et les brutalités policières, elles sont aussi le résultat de cette situation. Jean-Éric parlait d'une société violente. C'est vrai. Les armes circulent. Les armes sont là. Où sont les armes? Très souvent, elles sont dans les communautés les plus pauvres, malheureusement, parce qu'il y a aussi des trafics, parce qu'il y a de la drogue. Quand on regarde la criminalité aux États-Unis, on remarque une chose, c'est qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus basse qu'elle était il y a 40 ans, et même qu'elle était il y a 20 ans, parce que certains problèmes ont été résolus. Par contre, il y a toujours des armes. Et quand les policiers interviennent dans ces zones-là, ils savent qu'ils sont exposés, et ils savent qu'en face d'eux, il y aura peut-être quelqu'un qui va être armé. Ils suivent des procédures qui sont très précises, qui sont très détaillées. Et quand ça se passe mal, ça se passe très mal. Je voudrais vous laisser... Oui, allez-y. Qu'il soit décent de comparer, alors si on va dire un tiers de 130 agents de police tués par an, on a dit alors 500, 700, tout à l'heure vous avez même dit plus de 1000. Ils sont plus de 1000, mais ils ne sont pas tous noirs. Ils ne sont pas tous noirs, madame. Ben voilà, justement. Il y a plus de 1000 victimes, il y a plus de 1000 victimes des brutalités policières, la majorité est blanche et hispanique. Non, donc c'est pas du racisme. On n'a pas de moyen de le savoir. Non, parce que les statistiques américaines ne les gardent pas, mais d'autres les comptent. Et en 2015, le chiffre que j'ai, moi, c'est 1140. Merci d'avoir participé à du racisme anti-blanc, c'est quand même à ces plateaux. En un mot, si vous devez symboliser cette situation par un mot, c'est compliqué, mais pour conclure, d'abord, qu'est-ce que vous attendez peut-être de ce mouvement qu'on a vu samedi, dimanche, qui sème, semble-t-il, un petit peu partout? Mais je pense que ce mouvement, enfin ce que j'espère en tout cas pour ce mouvement et comment je peux l'analyser, c'est justement remuer ces institutions, c'est tout, remuer le fonctionnement, interroger le système, mettre l'Amérique qui est racialisée, une Amérique dominante qui est principalement blanche, c'est ça, ce sont des faits, c'est la secouer et comment dire, marcher et faire des demandes pour plus de justice et d'égalité, parce que ce sont des questions de justice et d'égalité, tout simplement. Vraiment un. Un et demi, si vous me permettez, puisque j'ai assisté à un débat de Black Lives Matter de ces 5 mamans, justement des grandes victimes dont on a parlé tout à l'heure en Caroline. C'est un mouvement. Je voulais juste dire, et j'avais pas eu l'occasion de le dire jusqu'à maintenant, qu'il y a d'autres mouvements beaucoup plus violents. Il y a les New Black Panthers, il y a ce genre de mouvements qui sont violents, racistes, donc là, pour le coup, noirs, qui existent également. C'est cette société violente que je voulais mettre en avant, sans nier la réalité, mais pour quand même la rappeler, comme le disait Gérald. Est-ce qu'il y a des victimes? Oui, bien sûr qu'il y a des victimes. Il y a des victimes. Une citation du boxeur Larry Holmes, ancien champion du monde de boxe. Vous n'avez jamais été noir. C'est très dur d'être noir. Je l'étais autrefois quand j'étais pauvre. Gérald Olivier. Malheureusement, la situation raciale aux États-Unis restera le plus grand échec de Barack Obama. Et il y aura beaucoup d'incidences probablement sur la campagne. C'est le plus grand échec des États-Unis, pas de Barack Obama seulement. C'est le 44e président des États-Unis. Tout ne peut pas reposer sur ses épaules. Ça a commencé à George Washington et ça continuera. Merci en tous les cas pour vos analyses de ce débat. Il est 23h passé, tout de suite c'est le journal avec Paul Bouffard.
Ce devait être une fête, cela restera un déjeuner pour leur réconfort au lendemain de leur défaite en finale de l'Euro. Les Bleus ont déjeuné avec François Hollande. À l'Elysée, les joueurs de l'équipe de France se sont dit touchés par le discours du chef de l'État. Vous avez gagné le cœur des Français, leur a-t-il dit. À la sortie, les joueurs ont donné rendez-vous à leurs supporters pour les qualifications en vue de la Coupe du Monde de 2018. Et pendant ce temps, la liesse au Portugal, les vainqueurs savourent. Le 11 portugais a été accueilli en héros à Lisbonne. Les joueurs et leur capitaine, bien sûr Cristiano Ronaldo, ils ont tous été faits chevaliers de l'ordre du mérite. Grâce à vous, nous avons plus de raisons de croire et d'avoir confiance dans le Portugal. C'est ce qu'a déclaré le président de la République portugaise. La Grande-Bretagne s'apprête à avoir un nouveau Premier ministre. Ce sera une femme. L'actuelle ministre de l'Intérieur, Theresa May, va succéder à David Cameron. C'est une des conséquences directes du Brexit. On voit ça avec Marie Brémaud. La voie est libre jusqu'au 10 Downing Street pour Theresa May et elle compte bien aller vite. La ministre de l'Intérieur britannique était en concurrence avec une autre ministre, Andrea Leadsom. Cette dernière s'est aujourd'hui retirée de la course, faute de soutien suffisant auprès des députés britanniques. Theresa May ou le nouveau visage des Tories. Je suis honorée et émue d'avoir été choisie comme le nouveau chef du Parti conservateur. Le besoin, bien sûr, est de négocier le meilleur accord pour le Royaume-Uni qui sort de l'Union européenne et l'établissement de notre nouveau rôle dans le monde. Brexit signifie Brexit et nous en ferons un succès. Cet eurosceptique passé dans le camp du maintien dans l'Union européenne durant la campagne se retrouve en première ligne pour négocier la sortie du Royaume-Uni. Et le calendrier s'accélère pour cette nouvelle dame de fer, comparaison à Margaret Thatcher, souvent éreintée par les médias britanniques. L'actuel Premier ministre David Cameron a lui-même annoncé qu'il lui confiait les clés de l'exécutif dès mercredi. C'est une nomination qui provoque une énorme polémique, celle de l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, au sein de la banque américaine d'investissement Goldman Sachs. Un recrutement qui alimente, selon certains, le sentiment anti-européen. Jordan Klein. Son poste, président non exécutif et conseiller de Goldman Sachs. Sa mission, limiter les effets négatifs du Brexit. Mais cette nomination sonne comme un coup de tonnerre dans la sphère politique européenne. Goldman Sachs est accusé, au début des années 2000, d'avoir aidé la Grèce à maquiller ses comptes publics pour respecter les exigences de la zone euro. C'est-à-dire d'avoir trompé la Commission européenne que dirigeait José Manuel Barroso. Il faut respecter les règles démocratiques. Et là, quand on a l'impression que ce sont des élites, indifféremment politiques, administratives ou économiques, qui gèrent en vase clos notre devenir, se souciant pas des préoccupations premières des citoyens, oui, c'est une sorte de doigt d'honneur. Mais dans les faits, José Manuel Barroso n'a pas enfreint de règles, puisqu'au-delà de 18 mois après la fin de son mandat, rien ne l'oblige à rendre des comptes auprès de la Commission. Malgré tout, certains sénateurs dénoncent un conflit d'intérêts avec les institutions européennes. Imaginons que demain Goldman Sachs ait à discuter, négocier avec l'Europe, avec la Commission européenne, et que ce soit M. Barroso qui vienne discuter. Reconnaissons que ce serait quand même à la fois cocasse et franchement inacceptable. Les liens qui unissent l'Institut financier américain et l'Europe sont déjà étroits, à l'image de Mario Draghi, aujourd'hui président de la BCE, la Banque centrale européenne, et ancien vice-président de Goldman Sachs. Dans l'actualité également, en France, notez ce très net rétablissement du système des retraites et de sa situation financière. C'est Manuel Valls, le Premier ministre, qui le dit. Un rapport validant cette thèse lui a été remis aujourd'hui. On voit les détails avec Stéphane Amalian. Le gouvernement se veut très positif suite à l'avis du Conseil d'orientation des retraites. Le rapport souligne une amélioration progressive de l'équation financière de l'assurance vieillesse. Pour la première fois depuis le début des années 2000, cette année, les régimes de retraite vont être à l'équilibre. En réalité, deux conditions sont à réunir sur le long terme pour stabiliser les comptes. Un taux de chômage à 7% et une croissance minimum de 1,5%. Des objectifs réalisables selon Yannick Moreau, présidente du comité de suivi des retraites. L'équilibre est maintenant tout à fait à portée avec une croissance d'environ 1,5% par an. Des comptes redressés, mais l'avenir des retraités inquiète. Leur niveau de vie est actuellement supérieur à l'ensemble de la population avec en moyenne 2049 € par mois, tous revenus confondus. Mais les retraites sont indexées sur l'inflation. Elles augmentent donc moins vite que les salaires des actifs. Le comité de suivi des retraites envisage donc de modifier ce mode de calcul sans donner davantage de détails pour le moment.
Au Sénat, examen en troisième lecture du projet de loi sur la biodiversité. Et à cette occasion, écoutez le commentaire de Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Elle en a profité pour épingler son ancien parti, Europe Écologie Les Verts, sur l'éventuelle primaire verte pour 2017. On l'écoute. Quand ils disent qu'on veut rassembler, quand ils ont passé leur temps à exclure tous ceux qui pensaient différemment, c'est quand même un peu paradoxal. Mais ce que je dis simplement, c'est que tous ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, le vrai danger, c'est le passage d'une droite dure ou du Front National, doivent réfléchir à comment on fait pour se rassembler et pas comment on fait pour se diviser. C'est difficile, mais effectivement, c'est plus facile de rester pur dans son coin en laissant les choses se faire. Et tout de suite, on passe à la revue de presse. Et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens. Et d'abord, Paul, Libération demain. José Manuel Barroso caricaturé en une du journal. Et ce titre, Sonia, sans foi ni loi. L'arrivée de l'ancien président de la Commission européenne chez Goldman Sachs fait polémique. On en parlait juste à l'instant. Un énorme tollé selon Libé qui souligne qu'en plus d'alimenter le fantasme de la soumission des politiques aux banques, ce recrutement décrédibilise un peu plus les institutions européennes. On va passer aux Échos à présent. Londres, en ordre de bataille pour négocier le Brexit demain. La conservatrice Theresa May entrera à Downing Street. Nouvelle première ministre depuis l'ère Thatcher, la dame de fer, souvenez-vous. Et les Échos rappellent que Theresa May aura la lourde charge de mener les discussions avec l'Europe après le Brexit. La Croix à présent. La rupture de la gauche en une, l'interminable rupture selon le quotidien François Hollande, avec derrière lui flouté le ministre de l'économie. Emmanuel Macron va tenir demain un meeting à la Mutualité à Paris, très attendu. 9 mois avant la présidentielle, ce rendez-vous devrait souligner les divisions au sein de la gauche française. Même information en une du Figaro, le quotidien souligne cette fois que ce meeting aura lieu 2 jours seulement avant l'intervention télévisée de François Hollande. Pour le 14 juillet, la dernière du quinquennat. Selon le Figaro, Emmanuel Macron ne devrait annoncer ni candidature ni départ du gouvernement. Il ne devrait pas franchir la ligne rouge, mais demeurer dans l'ambiguïté. Affaire à suivre, Sonia, dès demain sur notre antenne. Exactement, merci beaucoup, Paul. Avec plaisir. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est le directeur général de la Philharmonie de Paris, autrefois Cité de la musique. Il vient d'être reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de cette institution culturelle comprenant notamment une immense salle de musique, de concert inaugurée en janvier 2015. Laurent Bayle, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Avant de parler en détail de la Philharmonie, du programme, de son inauguration, pendant des semaines, on a parlé du football, de cet euro de foot comme d'une forme d'exutoire dans un contexte social et puis sécuritaire tendu. C'est vrai pour le sport, mais ça l'est aussi et surtout pour la musique. Est-ce que vous le constatez de plus en plus quand il y a une période difficile, sombre, il y a une forme d'engouement justement pour la musique? Il y a à la fois une forme d'engouement et il y a eu pour certaines formes culturelles des difficultés, ne le cachons pas, notamment pour les musées après les périodes d'attentats. Mais sur le fond et dans la durée, je pense effectivement que des événements collectifs, tels que le sport peut les incarner, mais également la culture, sont effectivement, sinon un exutoire, mais expriment un besoin de se rassembler. Dans le cas du football, je dirais que, en plus, après quelques années d'errance, pour ne pas dire plus, la France a trouvé un projet identifié par un sélectionneur, Didier Deschamps, mais qui a su construire un projet simple, collectif, à la fois fait de rigueur. Et je pense que c'est ça qui a rencontré l'adhésion d'un large public au départ. Après tant de critiques, après des polémiques externes, voire même venues de l'intérieur, il a réussi à fédérer d'abord les joueurs, donc créer le collectif, et progressivement à lever les obstacles qui s'ouvraient à lui, tout simplement parce qu'il avait un dessein, il avait une vision de ce qu'il cherchait. Et peu importe qu'ils aient gagné finalement ou perdu, bravo aux Portugais. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le pays en général de voir que finalement, à côté de tas de commentaires qui portent au pessimisme, qu'on peut
continuer à aller de l'avant. Vous avez employé le verbe rassembler tout à l'heure. Rassemblement, c'est un mot qui est très utilisé en ce moment et peut-être un peu galvaudé. Mais la musique, justement, et j'imagine que là, c'est ce que vous dites, vous n'allez pas me contredire, nous apprend à nous rassembler. Alors peut-être le temps d'un concert, d'un spectacle, mais c'est même l'essence, la nature même de la musique. Oui. Et la musique est duale, c'est-à-dire que d'un côté, elle est par essence même une question de rassemblement. Pratiquement toutes les cérémonies comportent de la musique, de la naissance jusqu'à la disparition, je dirais. Et la musique a tout le temps habité les espaces publics. Avant même qu'on construise des salles de concert et des opéras, elle se jouait sur les places publiques, dans les temples, les églises, de partout, selon les cultures. Et vous retrouvez la musique dans tous les continents. Et donc, si vous posez la question à n'importe quel citoyen, il va vous citer la musique comme un exemple d'un art qui transcende les clivages. En même temps, il faut se méfier, et ça c'est l'autre aspect de la musique, c'est effectivement la musique est un art de rassemblement. Les usages qu'on en fait dans la société ne vont pas toujours dans le sens de la musique. Il peut arriver qu'elle divise. Non pas la musique divise, mais le fait de créer, par exemple, des lieux qui progressivement sont considérés comme étant juste des lieux de partage pour des classes favorisées. Ça peut être le cas de l'opéra, par exemple, passé un temps. Ça peut être le cas du concert classique, par exemple. Beaucoup de personnes disant « Ah, mais je ne vais pas aller au concert classique puisque généralement, il y a un public plus âgé, issu de classes sociales plus élevées. » Et donc là, il y a une contradiction qu'il faut essayer de résoudre, qu'il faut combattre cette vision trop étriquée au niveau des usages. Et c'est effectivement le modèle de la Cité de la musique et de la Philharmonie qui est d'essayer de rassembler, de rajeunir le public, d'avoir un public transgénérationnel, d'avoir des offres portant aussi bien sur les enfants, les jeunes, les adultes. Justement, restons sur les jeunes, je veux rentrer dans le détail, puisque évidemment vous voulez attirer de nouveaux publics, et puis venant de milieux sociaux différents, venant des banlieues, rapprocher ces jeunes de la musique, leur apprendre tout simplement à écouter aussi. Public Sénat prépare un documentaire sur ce sujet dans quelques temps, à la rentrée, qui est dédié à l'une de vos initiatives qui s'appelle Demos. Oui. Et on va découvrir justement un orchestre qui est fait par des jeunes. Vous allez nous le commenter juste après. On regarde. Voilà pour ce documentaire qui sera diffusé à la rentrée dans le cadre de l'émission, d'ailleurs qui porte bien son nom, La France qui réussit. C'est cela le symbole ? Je pense qu'il y a une forme de réussite, en tout cas chez ces enfants et chez leurs parents qui assistent à l'épanouissement de ces enfants. Il y a une forme de fierté, parce qu'au départ, ce sont des enfants qui vivent dans un contexte plutôt difficile, le quartier politique de la ville, qui n'ont aucune connaissance du solfège, pour qui l'idée d'aller dans les écoles de musique est très éloignée de leurs usages. Et donc, nous avons commencé à créer au départ un orchestre en Seine-Saint-Denis, un orchestre dans les Hauts-de-Seine, un orchestre à Paris, autour de ces enfants de 8 à 10 ans, à qui nous donnons un instrument, qui font 2 répétitions par semaine. Ils ne choisissent pas leur instrument par Alors, ils ne choisissent pas leurs instruments, mais par le fait que nous travaillons avec des associations, et ce sont les animateurs sociaux
qui donc regroupe les enfants. Et par groupe de 15 enfants, on choisit un type d'instrument. Les cordes pour les uns, les vents pour les autres. Et ensuite, on crée l'orchestre de 105 enfants. Et au bout d'une année, les enfants sont capables de reproduire certains des gestes des musiciens adultes qui les coachent, si je puis me permettre cette expression, et ils arrivent à interpréter ce que vous avez vu ici, qui est le fruit du travail d'une année. Et comme avec les mêmes enfants, nous allons jusqu'à 3 ans, nous arrivons à vraiment un travail très intéressant qui les inclut après dans le dispositif des conservatoires. Un travail abouti, c'est ce qu'on voit notamment dans le documentaire qui sera Et nous allons créer 30 orchestres comme cela dès l'année 2017, 15 en Île-de-France et 15 dans les autres régions. Et c'est à la fois un effort conjugué de l'État, des collectivités territoriales, mais également de nombreux mécènes qui acceptent de porter ce projet. Alors il y a ce projet, cette initiative qui est inclus dans tout ce que vous faites. Et c'est une première année intense vraiment pour la Philharmonie de Paris. Il y a eu, on s'en souvient, un véritable engouement à l'inauguration. C'était le 14 janvier 2015. Mais la question de savoir, est-ce que cet engouement s'est prolongé, s'est renforcé, s'est consolidé aujourd'hui? Oui, avant l'engouement, il y a eu beaucoup de polémiques. Il y a eu beaucoup de polémiques. D'énormes polémiques pendant plusieurs années. Vous n'êtes pas encore derrière vous? Le budget de construction, mais je pense que les polémiques étaient attisées par l'implantation que nous avions choisie, c'est-à-dire le parc de la Villette, justement à la jonction entre Paris et le Grand Paris, en dialogue avec les banlieues et avec un discours très clair. Nous voulions conserver les mélomanes qui se situaient plus principalement dans Paris intramuros et dans l'ouest parisien, tout en nous ouvrant à des nouveaux publics. Et l'ouverture est arrivée effectivement pratiquement quelques jours après les attentats. Le chef de l'État, donc François Hollande, est venu inaugurer. Et effectivement, il ne s'agissait pas d'une ovation au sens politique du terme, mais il s'agissait d'une reconnaissance de toute la salle à ce moment-là, considérant qu'après ce qui venait de se passer, ce lieu prenait un sens très fort. Et depuis, effectivement, le succès ne s'est pas démenti, puisque nous avons des taux de remplissage de 97%. Les concerts sont souvent en plein très longtemps à l'avance. Il y a un vrai plaisir. Ceux qui craignaient que ce soit trop excentré, finalement, reconnaissent que la beauté de la salle, ses qualités acoustiques font que c'est un plaisir tel de s'y rendre qu'ils peuvent y consacrer 5 minutes de plus ou 10 minutes de plus dans le déplacement. Et puis surtout, dans les week-ends, nous nous ouvrons à des publics familiaux avec des concerts qui peuvent être des concerts éducatifs le matin, des concerts de musique savante, mais aussi de musique populaire, et également beaucoup d'ateliers. Les enfants peuvent aller dans des ateliers pendant que les parents vont au concert, ou partager au contraire ces activités avec eux, des expositions temporaires sur des thèmes populaires aussi, tels David Bowie pour ouvrir, mais à l'automne prochain sera une exposition autour de Beethoven et la manière dont ce grand compositeur est traité aujourd'hui par le cinéma, la musique, la peinture, etc. Il y a même l'exposition de l'année, Jamaïca, qui embrasse l'histoire musicale de l'île, au-delà du reggae. Au-delà du reggae. Donc c'est vraiment très éclectique. Il y a évidemment l'acoustique de ces salles. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'un orchestre des arts florissant, dirigé par William Christie. Et au menu, c'est le Te Deum de Charpentier. On l'écoute. Il y a l'acoustique exceptionnelle, il y a l'architecture du lieu, il y a les plus grands chefs d'orchestre, mais Laurent Bell, il y a aussi la concurrence mondiale. Aujourd'hui, je crois qu'en Chine, on construit, je l'ai lu, plus de 15 salles, comme la Philharmonie 1. Comment vous arrivez à montrer vos muscles dans ce marché mondialisé? Alors,
La mondialisation, effectivement, en musique est un état de fait depuis un certain temps, car l'obstacle de la langue n'existe pas, comme au théâtre, par exemple. Et donc, depuis, on va dire, 3 ou 4 décennies, des lieux tels le nôtre se construisent partout, en Asie, en Europe et dans le continent américain. Ce qui compte, ce sont 2 choses qui font la différence. Il faut à tout prix réussir de manière la plus optimale possible l'acoustique de la salle. Trop de lieux encore s'ouvrent avec une acoustique correcte, mais donc on ne peut pas... Les plus grands chefs d'orchestre, que vous disent-ils? Ils vous font un retour sur cette acoustique? Les plus grands chefs d'orchestre sont nos principaux ambassadeurs, c'est-à-dire que quand ils vont dans n'importe quel pays où une salle est en train de se construire, ils leur disent attention, il faut que vous alliez voir cette salle, il faut que vous vous rapprochiez des acousticiens qui ont conçu cette salle, parce que si vous n'arrivez pas à ce niveau-là d'acoustique, alors vous risquez d'avoir dans la durée une certaine déception. L'acoustique, c'est le point central. Et c'est de par cette acoustique que quand on voit la programmation de la Philharmonie, on voit absolument les plus grands orchestres du monde et les plus grands chefs d'orchestre, car ils sont demandeurs. Pour un très grand orchestre, c'est quelque chose d'important de se retrouver dans des lieux comme celui-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut un projet ancré dans les réalités actuelles. On ne peut pas simplement présenter la musique comme une succession de concerts de musique classique. Ça ne suffit pas. Une vision. Il faut une vision plus large. Il faut montrer que la musique classique peut côtoyer toutes les autres formes, populaires, mais également les musiques des autres continents. Et il faut montrer que le concert sait se marier avec des formes éducatives, pédagogiques, que ce sont des ateliers ou que ce soit pour des adultes, des conférences, enfin, toute forme d'appropriation de la musique. Et c'est ce cumul, je dirais, des deux qui conduit beaucoup de pays étrangers, et j'ai passé beaucoup de temps, et à s'inspirer. Là, j'ai déjeuné aujourd'hui avec l'ambassadeur de Chine en France, et je vais me rendre 10 jours en Chine, parce que à Shanghai, par exemple, un canton veut créer un complexe comme celui-là, et donc nous pouvons effectivement agir en qualité de conseil. Aussitôt la Philharmonie ouverte, 2 villes en Europe, Munich d'un côté et Londres de l'autre, sont venues nous voir à plusieurs reprises pour voir comment on peut créer. Il y a le côté artistique et culturel, Laurent Bayle, et puis il y a l'aspect politique. Moi, j'ai envie de vous dire combien il aura fallu d'années, de présidents, de ministres de la Culture pour que ce projet aboutisse enfin. Parce qu'évidemment, sans volonté politique, il n'aurait pas existé. Le projet a failli exister une première fois lorsque le président François Mitterrand a été nommé, et dans les années 80. Donc ça remonte à loin. Oui. Là, la première pierre a été posée à l'édifice, c'est ce qu'on a appelé la Cité de la musique, qui bien sûr est très utile aujourd'hui parce qu'il y a le musée, il y a 2 salles de moindre capacité, mais les contraintes financières ont bloqué le projet de la grande salle. Et ensuite, effectivement, les années 90 et tout le début des années 2000, on a fait du surplace. Et c'est finalement en 2006 que le ministre de la Culture, Renaud de Vabre, et le maire de Paris, Bertrand Delanoë, ont décidé en commun de lancer ce projet. Donc, en tout, on peut compter plus de 3 décennies pour aboutir à un projet comme aujourd'hui, celui-là. et vous, évidemment, à la fois mélomane, mais il faut également avoir l'oreille des politiques et savoir parfois en jouer de manière positive pour arriver à un tel projet aujourd'hui. Oui, c'est exact. C'est une partition délicate. C'est une voilà. Mais la musique est souvent faite de dimensions très complexes et délicates à gérer. On dit que c'est le son au monde le plus cher après le son des canons. Merci beaucoup en tout cas Laurent Bayle. C'était un plaisir de vous recevoir et de parler donc de la Philharmonie de Paris. On arrive presque à la fin de l'émission, mais comme d'habitude, c'est le zapping Public Sénat. Un ancien président de la Commission européenne qui va cachetonner dans une institution financière douteuse.
Dans votre reportage, vous avez très bien dit, impliqué dans l'affaire des subprimes. C'est la banque qui a maquillé les comptes de la Grèce avant le passage à l'euro. Ils sont aujourd'hui dans plusieurs litiges parce qu'on soupçonne leur comportement d'être incorrect. Et voilà quelqu'un qui a incarné l'Europe, hélas d'une certaine façon, pendant 10 ans, et qui va cachetonner dans cette banque. Mais c'est vraiment, on se demande s'ils ne font pas exprès pour nourrir les populistes. Parce qu'à un moment, quelle image ça donne de l'Union européenne ? Les sénateurs, souvent, on dit qu'ils défendent le monde rural, les petits élus. Et je crois qu'ils font une erreur d'analyse, tout simplement. Défendre la ruralité, ce n'est pas avoir une vision passéiste sur les questions de biodiversité. Au contraire, en protégeant la biodiversité, on protège notre environnement, mais aussi on a des opportunités de développement économique. Young Pérez, champion du monde. Un juif de Tunis, un juif de la Hara, un juif des quartiers pauvres. C'était inimaginable. Il l'avait, elle a, hein, pas avait, il l'avait. Toutes les humiliations subies pendant des siècles. Un juif dont on parlait dans les journaux et à la TSF, on disait TSF à l'époque, en France, en Amérique, partout. Et tu avais quel âge? Oh, 1931, je pense 7 ans, 8 ans. Donc c'était devenu un héros sur place. Tu dis même pour un enfant de 7 ans. Ah oui, même 8, 4 ans, dès qu'on parlait. C'était Young Pérez, c'était la gloire du ghetto, quoi, la gloire. Les parlementaires, le problème, c'est plutôt les pressions qui sont exercées sur eux. C'est-à-dire qu'il y a des pressions qui sont exercées par Donc pour vous, c'est difficile parce qu'il y a des pressions? Donc bien sûr, il y a des pressions. Il y a beaucoup de parlementaires qui hésitent en fait aujourd'hui à afficher un soutien. Et d'ailleurs, moi, j'ai un certain nombre de parlementaires qui m'ont donné leur parrainage en m'autorisant à le déposer. Donc je les ai déposés auprès de la haute autorité en me disant on préfère combien vous en que avez ce soit déposé, su le plus tard possible. J'ai dit j'en suis un peu plus de la moitié sur les parlementaires. Donc c'est une question de pression sur les parlementaires. Après, par exemple, sur les adhérents, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de réussir à les toucher. Réussir à les toucher alors qu'un certain nombre de candidats ont manifestement le fichier des adhérents et peuvent leur mailer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Réussir à les toucher alors qu'ils ne sont pas informés qu'ils peuvent parrainer. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Puis on se retrouve, comme d'habitude, à 23h pour votre émission d'actualité et de décryptage. Merci encore. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.